Bonjour à tous, je suis Marie-Alice Lincoln d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous Zoom sur consacré à la création d'œuvres ornementales en matériaux souples en compagnie donc de Florie Brisset, fondatrice et directrice de la création pour le studio Invenio Flori. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de notre cycle de rendez-vous en ligne consacré aux matériaux artisanaux et innovants à destination des professionnels de l'architecture et du design. Et j'insiste justement tout de suite sur le fait que l'on a vraiment pensé cette rencontre dans l'esprit d'une table ronde. Et je vous invite donc, vous aussi, architectes d'intérieur, designers, professionnels du domaine de façon générale, à prendre la parole, à engager la discussion. Et donc pour cela, à poser vos questions par écrit. Vous trouverez normalement en bas de votre écran l'onglet discussion. Vous pouvez donc nous écrire directement vos questions et on prendra bien sûr le temps d'y répondre au fil de la conversation. Et je vais maintenant vous laisser la parole. Florie, peut-être que nous pouvons commencer par dire quelques mots sur le studio. Oui, bonjour, je suis donc Florie Brisset, je suis fondatrice du studio Invenio Flori. Je vais vous partager un document qui va vous permettre d'être un petit support au fil de notre échange. J'ai fondé le studio Invenio Flori il y a 10 ans maintenant. Nous sommes créateurs d'œuvres ornementales en matériaux souples par les outils du design et des métiers d'art, c'est-à-dire que nous hybridons à la fois les savoir-faire traditionnels des métiers d'art principalement féminins, qui vont être la broderie, la plumasserie, la dorure à la feuille, les techniques de tissage, de maille par exemple, avec des technologies et des matériaux innovants. Depuis donc 10 ans, nous travaillons à la fois entre les domaines de l'art, du design et de l'artisanat. Pour vous en dire peut-être un peu plus sur le nom du studio, Invenio Flori, ça vient du latin, qui veut dire rencontrer, inventer, apprendre, découvrir en fait. Donc c'est dans cette idée, dans cet univers de mixte, de mise au rapport de différents univers, de différentes techniques, de différents matériaux que j'ai pensé le studio et c'est ainsi que nous travaillons. Et nous avons pensé en fait ce développement créatif au sein de la démarche des arts unifiés que nous voyons comme une mutualisation en fait de différents savoir-faire et savoir-penser au service d'une esthétique. C'est-à-dire que la technique est toujours au service de l'esthétique. Historiquement, moi j'ai commencé à travailler pour le secteur de la mode et puis nous avons tout doucement en fait ouvert nos propositions à l'échelle de l'objet puis à l'échelle de l'espace. Et donc le studio répond comme ça de manière tout à fait transversale à différentes demandes, que ce soit pour des maisons de mode, que pour des architectes, des décorateurs ou des services merchandising ou des designers, par exemple. Alors, peut-être que justement, j'ai une question un petit peu sur cette démarche artistique. Vous venez de le dire, vos créations sont finalement à la croisée de l'art, du design, de l'artisanat, de l'innovation et reposent vraiment sur l'expérimentation. Quel est finalement le processus de cette démarche de création? C'est-à-dire que un peu à la manière d'un chercheur, d'une certaine manière, nous allons hybrider, explorer, inventer parfois différents procédés, faire vraiment appel à un travail de recherche. C'est-à-dire que ici au sein du studio, nous avons à la fois un studio de création, un atelier de fabrication, mais aussi un laboratoire qui est plutôt lié à l'innovation et au travail de la matière à part entière. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, on va aller pousser plus loin le champ et la limite de la technique d'une certaine manière pour vraiment développer soit des procédés, je vous parlerai un petit peu plus
longuement tout à l'heure des procédés exclusifs que nous avons développés au sein du labo, pardon, mais aussi directement à la demande de certains clients. C'est-à-dire que l'on peut développer une matière qui réponde à un certain cahier des charges, un procédé qui va nous permettre d'hybrider ou de confronter différents matériaux, par exemple. Le but étant d'aller plus loin que ce que l'on connaît actuellement et que ce qui est attendu, ou alors de faire des ponts entre justement différents secteurs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire en sorte d'utiliser des matériaux qui sont plutôt issus de l'industrie, par exemple, dans des domaines de la mode ou de la décoration, en transformant, parfois même chimiquement, la matière de manière à lui faire prendre la forme que l'on souhaite. Pour nous, au sein du studio, ce qui est vraiment très important et ce qui nous motive, je pense tous, c'est vraiment ce travail de recherche. C'est-à-dire plus que la finalité, c'est tout l'élaboration du projet. Alors souvent directement avec nos clients, parfois de manière plus autonome. On a vraiment à cœur de travailler sur tout ce développement, matière, procédé, et trouver en fait d'une certaine manière aussi des débouchés pour des savoir-faire traditionnels qui n'ont plus forcément un ancrage économique sur notre territoire. Et par ce travail d'hybridation ou de recherche, on arrive en fait à twister certains savoir-faire pour nous permettre de toujours nous en servir dans des projets alors qu'ils soient liés à l'architecture ou au design. Et justement, sur ces différents savoir-faire, que ce soit donc des savoir-faire artisanaux ou justement des techniques plus innovantes, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ces différentes finalement matières que vous inventez, voilà, qui naissent finalement au sein de votre studio? Oui, tout à fait. Alors, nous avons développé 4 procédés au sein du studio, toujours avec le but de renouveler l'esthétique que l'on peut avoir en tête quand on pense à certaines matières ou à certains procédés. Vous voyez par exemple ici en bas à gauche Textile Memory, qui est en fait une mue de broderie, c'est-à-dire qu'on pense vraiment une empreinte d'une broderie ou d'une composition souple des métiers d'art. C'est-à-dire que ça peut être un travail de plumasserie, un travail de plumetis, de smoke, de fronce, tout un tas de micro-reliefs en fait, qui vont être souples, pour lesquels en fait, on arrive à capter justement cette empreinte dans différents matériaux. Ça peut être des matériaux souples, plus rigides, transparents, avec différents grades d'opacité. Ça peut être des textiles. Là, le champ des possibles est vraiment très vaste. Ça reste un procédé au service de la création. Et après, charge à nous et souvent pour répondre à nos clients, de développer ça de manière à ce que ça s'inscrive sur de l'assise, par exemple, pour du mobilier, sur du panneau décoratif. Voilà, tous les champs sont possibles. Après, c'est notre travail interne de faire en sorte que le procédé s'adapte aux contraintes du client. On a également Indici Couleur, qui est une capacité à rendre réactive aux ultraviolets un certain nombre de matières. Pour le moment, nous avons formulé ce procédé pour le bois, un certain nombre de pierres dures, le textile, le verre, le cristal, le métal, pardon. Et en fait, c'est une capacité à réagir aux ultraviolets. Ça nous permet par exemple de développer des œuvres qui vont permettre deux visions, c'est-à-dire une vision en lumière du jour et une vision en lumière noire. En lumière du jour, c'est totalement invisible, totalement transparent, et en lumière noire, par contre, on peut faire apparaître certains motifs, alors soit révéler le même motif, par exemple, ou alors des motifs complètement différents. Je pense dans le cadre d'une broderie, par exemple, on peut avoir vraiment deux visions. Sur du panneau, c'est quelque chose qui peut permettre, par exemple, dans un bar ou un restaurant, d'avoir un univers jour et un univers nuit, par exemple. Le troisième procédé, c'est Transfert Imprimo. C'est un procédé qui nous permet d'imprimer directement sur textile. Donc, c'est de l'impression 3D
directement sur fibre ou sur nappe textile. C'est notamment un procédé qui nous permet de réutiliser des chutes de production. Par exemple, dans le cadre d'utilisation de barbes de plumes ou de rubans, de fils, toutes nos chutes de production en fait, peuvent être réunies par cette impression 3D en néomatière. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, à partir d'éléments épars, reconstituer une nappe. C'est aussi quelque chose qui nous permet de développer une esthétique qui va être assez éloignée de ce qu'on envisage habituellement quand on pense à l'impression 3D, qui est quelque chose d'assez normé, d'assez rigide, avec des lignes quand même souvent très nettes. Là, on a développé quelque chose qui est plus de l'ordre de l'empreinte, de l'empattement, du travail de peinture, et on va avoir des formes un peu coulantes, un peu marbrées, un peu moirées. Et là, le champ des possibles est extrêmement vaste puisqu'on imprime à la guise, c'est-à-dire qu'on va modéliser en 3D le dessin et ensuite l'imprimer vraiment avec énormément de possibilités diverses et variées en termes de couleurs, en termes de rigidité. Et là, sur la petite vignette que vous voyez, l'impression 3D est réalisée dans un matériau qui est un bioplastique. Donc, en plus, ce sont des procédés qui, enfin, en tout cas celui-ci principalement, en termes de critères environnementaux, vont être assez intéressants. Et le dernier, c'est le procédé Flexi Exprimo. C'est un procédé qui va, lui, nous permettre de reproduire en matériaux souples des objets ou des textiles. En fait, ça sera un peu le pendant du textile memory, c'est-à-dire qu'on va effectivement toujours reprendre cette empreinte, alors soit d'un objet, soit d'une composition souple des métiers d'art ou d'un textile, et la reproduire en matériaux souples. Donc, ça peut être du silicone, ça peut être des résines, ça peut être du latex, ça peut être énormément de choses. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler et une des pièces qui était présentée au rendez-vous de la matière récemment reprenait un petit peu ce procédé. Nous sommes en train de le twister pour aussi proposer la même chose, mais dans des matériaux rigides, cette fois-ci, qui vont être des enduits, des bétons, etc. Donc là, c'est vraiment la capacité à évoquer en fait les micro-reliefs, les micro-détails plutôt textiles, mais transférés dans d'autres matériaux complètement un peu hétéroclites par rapport au textile, dirons-nous. D'accord. Et on voit là donc quelques exemples. Comment vous définissez votre univers esthétique finalement? Alors, je dirais que l'esthétique du studio, elle est plutôt abstraite. Vous avez pu le voir, on a peu d'éléments figuratifs, même si lorsqu'on répond à une demande client, on s'adapte toujours effectivement à l'univers du client et à sa propre patte, mais il n'empêche qu'au sein du studio, on développe aussi une esthétique propre. Moi, je travaille beaucoup comment dire, autour des illusions, de l'illusion d'optique, de la capacité à tromper l'œil, à évoquer des choses qui vont être intrigantes. Là, par exemple, alors, je vais peut-être de ce fait-là quitter mon partage d'écran pour vous montrer ce genre de choses. Là, par exemple, pour nous, c'est ce qu'on va appeler de la broderie, c'est-à-dire que même si ce n'est pas de la broderie du tout classique, c'est une broderie de méga sequin, dirons-nous. Et en fait, là, ce qui nous intéresse, ça va être la capacité à créer des troubles de perception, à architecturer en fait d'une certaine manière la broderie, à créer de la perspective, des points de fuite, vraiment ce travail d'illusion et de questionnement. C'est-à-dire qu'on va se demander quelle est cette matière, quelle est la lecture possible du relief et comment travailler à chaque fois sur une forme d'intrigue en fait liée à la matière. Souvent également, on va travailler avec des oppositions en fait de matériaux ou des confrontations, c'est-à-dire évoquer quelque chose de très fluide, de très léger avec un matériau qui ne va pas du tout l'être ou inversement. Et l'univers est assez épuré dans sa totalité, dirons-nous. Et
Alors justement, comment, enfin, de façon peut-être un peu plus concrète, du coup, comment vous appliquez ces procédés à un projet? Comment vous travaillez finalement avec les architectes? Alors, je dirais qu'on a trois manières différentes de travailler avec les architectes, alors que ce soit architectes, décorateurs, donneurs d'ordre de manière générale. Nous avons depuis 10 ans développé un peu plus de 1600 recherches créatives. Le mobilier que vous voyez derrière moi, en fait, est rempli de ces archives qui peuvent être convoquées de manière tout à fait libre justement par ces architectes et ces décorateurs. C'est-à-dire qu'on peut transposer des développements qui sont issus de nos archives. Charge à nous de les adapter. Forcément, si on travaille sur un élément d'assise ou du panneau décoratif ou un luminaire, techniquement, on va l'adapter autrement. Mais l'esthétique qui était là initialement et qui a été choisie par l'architecte ou le décorateur prime, et ensuite, nous, on l'adapte. La deuxième solution, c'est un travail qui est du complet sur mesure. Alors, ça peut être complet sur mesure en termes de design pur, d'esthétique, ou en termes de R&D, justement, liés aux matériaux ou aux procédés. Dans ce cas-là, eh bien, effectivement, on a une idée qui nous est lancée ou un cahier des charges. Ça peut être des fois juste un concept et parfois c'est beaucoup plus établi. Et effectivement, il y a un cahier des charges très, très déterminé. Et là, on va développer en fait complètement en sur-mesure pour le client le projet. La troisième voie, c'est de l'auto-édition, c'est-à-dire que l'on développe nous-mêmes des pièces de design ou des œuvres ornementales. Et là, effectivement, c'est sujet à une commande. Et donc, dans le cadre de projets d'hôtellerie, par exemple, on va produire une cinquantaine, une centaine de suspensions lumineuses ou de consoles ou d'assises. Ce sont les trois voies principales de collaboration. Et ensuite, pour vous montrer peut-être quelques exemples, là, par exemple, nous avons une œuvre décorative Anima qui est exposée au Mobilier National au printemps dernier, qui est une œuvre qui est réactive. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre de certains projets au cahier des charges, on développe, par exemple, pour des halls d'entrée ou ce genre de choses, en tout cas, à un moment donné où il y a une interaction possible avec un public, des œuvres qui vont réagir en fait à l'action. Ici, en fait, cette œuvre réagit à la pulsation cardiaque, c'est-à-dire que la personne qui regarde l'œuvre pose son doigt sur un petit capteur qui anime en fait le panneau par la suite. Dans ce cadre-ci, par exemple, nous avons alors ici un projet de développement de vitrines, donc de création et de production, puisque nous avons produit toutes les vitrines monde pour célébrer les 20 ans de la J12 pour la maison Chanel. Et donc là, nous avons assuré le développement créatif, où en fait j'ai fait écho pour la célébration de cet anniversaire au confetti par la paillette, c'est-à-dire qu'on a des grosses paillettes et des broderies comme ça très très volumineuses qui recréent un peu un univers festif à l'intérieur des vitrines. Ici, dans le cadre de développement plutôt d'objets, nous avons Kaleido et Scope qui sont des petites sculptures, bien que la plus grande fasse 90 cm, de tubes de verre qui, comme ça, découpent visuellement la tache colorée. Ici, on a une apposition, alors vous voyez plutôt sur le mobilier, le meuble de vasque à gauche ou en fond au milieu, un procédé que vous avez vu tout à l'heure qui est le Textile Memory en silicone ici, qui est une façade en fait en silicone pour le mobilier ou alors vraiment un revêtement mural complet. C'est quelque chose qui fait à peu près 0,8 mm d'épaisseur qui se colle, qui se drape, qui se nappe très facilement. Et donc là, dans ce cadre-là, on a vraiment quelque chose qui est plus de l'ordre du revêtement.
d'une certaine manière. Et sur la droite, c'est une broderie, donc un tableau qui est présenté ici en couloir. Là, vous avez toujours nos petites flaques de silicone qui sont des petits objets décoratifs en fait, qui peuvent se coller très facilement au mur, qui se patchent ou se poser. C'est-à-dire qu'ils sont prévus, comme c'est souple, ils sont prévus pour être soit accrochés, soit posés. Et un peu à la manière des montres molles de Dali, en fait, on a le silicone qui vient se draper sur une pièce de mobilier, par exemple. Et puis ici, vous avez Rémanence qui est une petite assise en fait, sur la gauche, sur laquelle le pied en fait, est une expérimentation, parce que juste avant les rendez-vous de la matière, nous étions lancé un petit défi, c'est-à-dire de se dire en une semaine comment est-ce que, puisque nous aimons bien les défis et justement l'exploration créative et technique fait partie de notre ADN, c'est de se dire en une semaine qu'est-ce qu'on peut développer et comment on peut essayer justement d'expérimenter au travers de la matière et donc là d'aboutir à des pièces qui ne sont plus des développements à partir comment dire, de matière molle, mais de matière rigide. Et donc, ces mémoires de forme de broderie, on les retrouve ici dans du béton pour l'assise et ici pour Petra, qui est une petite table basse sur le dessus de la table, qui devient en fait une forme comment dire, presque de... Mince, je perds le mot. Bon, c'est pas grave. De mémoire, en fait, où on a vraiment l'impression que la broderie a été imprégnée à l'intérieur de la matière. Et puis, à droite, vous avez une petite collection Langue Memory de luminaires qui sont toujours des mémoires de forme de broderie, mais cette fois-ci dans un matériau rigide et transparent qui nous permet de filtrer en fait, la lumière et de projeter des ombres colorées un peu à la manière d'une mémoire rétinienne d'un paysage où on aurait comme ça ces taches de couleurs qui viendraient rappeler un paysage ou évoquer quelque chose d'assez printanier. Hop. Et donc, vous avez ici ce que vous voyez derrière moi, c'est-à-dire toutes nos archives d'échantillons et de recherche qui permettent, en fait, au fur et à mesure aux architectes ou aux décorateurs de nous solliciter et de se nourrir aussi de tous ces développements. J'ai une question. On voit bien qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup d'hybridation aussi. Est-ce que, donc, pour l'architecture, finalement, est-ce que, il y a des préconisations en termes d'usage, en termes d'entretien aussi pour certaines de ces matières? Alors, effectivement, il y a des préconisations en fonction de certaines des matières, mais ce qui compte le plus, d'une certaine manière, c'est qu'à chaque fois, nous répondons et nous apportons une réponse créative. Donc, en fonction du projet de l'architecte ou du décorateur ou du designer, charge à nous de répondre avec une matière ou avec un procédé qui va correspondre à l'attente ou à l'usage. Il n'empêche que parfois, effectivement, on a des demandes d'un créatif qui veut convoquer tel matériau ou tel autre. Par exemple, je pense aux normes non-feu, quand on a des revêtements ou des choses, comment dire, des demandes qui sont liées au textile, on va souvent utiliser la soie qui est naturellement M1, par exemple, qui va nous permettre d'accroche dans l'accroche des broderies ou ce genre de choses. Le silicone, lui, est un matériau souple qui va déjà très bien résister effectivement au feu, mais surtout qui est déperlant, qui se nettoie très facilement, qui peut se lessiver, qui peut se shampouiner. Enfin, c'est très, très facile d'entretien. Quand on va travailler du papier, comme ce qui peut être le cas ici sur la petite branche, si vous la voyez, la branche lumineuse, on va utiliser un papier antistatique et qui n'accroche pas la poussière, ce qui fait que l'empoussiérage ne se fait pas. Ou alors, dans d'autres cadres, je pense par exemple à un projet de sculpture que nous avions développé pour une exposition itinérante pour la Maison Chanel. Et bien, par exemple, la demande, c'était de développer des sculptures en papier. L'exposition était itinérante pendant 1 an et demi partout, enfin, dans toutes les vitrines, dans toutes les boutiques pardon, de la maison
dans le monde entier, avec ce qu'on imagine de montage, de démontage, de transport, etc. Pour petit détail, le papier était blanc. Là, notre grosse contrainte, et c'est là où on a eu à développer un travail de R&D, ça a été de faire en sorte de protéger et de coquer en fait complètement ce papier de manière à ce qu'il résiste au changement de température, au changement d'hygrométrie, aux tâches ou à la manipulation. Et donc ça fait partie du travail que l'on va développer en fait pour répondre à la demande, tout simplement. D'accord. Et peut-être, donc, vous avez déjà vu quelques exemples, mais peut-être que vous pouvez nous parler de vos projets en cours. Alors, pour les projets en cours, c'est un petit peu délicat puisque les projets qui ne sont pas diffusés sont soumis à confidentialité et donc il est délicat d'en parler. Néanmoins, je peux vous parler des projets en cours, nos projets internes. Les projets clients, ça sera un peu plus délicat de le faire actuellement. Mais effectivement, nos projets internes sont de maintenant questionner des matériaux qui, pour nous, ne sont pas couramment usités au sein du studio, qui sont les matériaux rigides, et de réussir maintenant à transposer ou à adapter justement nos procédés à ce type de matériaux, à pouvoir proposer effectivement du mobilier ou des pièces en matériaux rigides et non plus en matériaux souples. Et donc de questionner tout ce qui va toucher aux enduits, aux matériaux composites, mais à partir de matières naturelles, où justement on va essayer de développer des sortes de bétons minéraux, mais éco-conçus d'une certaine manière, où on va réutiliser nos chutes, etc., compressées pour travailler ces nouvelles matières d'une certaine manière. D'accord, on a hâte de voir ça. Je regardais, on a reçu quelques questions, mais on y a répondu donc au fil de la discussion. Peut-être, justement, on le voit sur la photo et derrière vous aussi, donc dans le studio. Est-ce qu'on peut venir visiter votre studio? Parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à voir, beaucoup d'archives. Donc, c'est un endroit pour vous rencontrer. Oui, exactement. C'est un endroit pour nous rencontrer. C'est surtout un endroit qu'on a voulu pour rompre les barrières entre les lieux de pratique des métiers, le lieu de création et les lieux de monstration. C'est-à-dire que ici, les espaces et les esprits, d'une certaine manière aussi, sont très ouverts et tout le monde est le bienvenu. Nous avons ici la galerie qui permet effectivement de présenter des prototypes, nos archives et qui peuvent également servir justement aux agences pour venir en fait travailler sur place. Alors, vous ne le verrez pas puisque c'est moi qui vous regarde, mais nous avons un écran connecté qui permet en fait, par exemple, à nos clients de venir travailler sur place et de s'envoyer les fichiers, de dessiner, de s'envoyer tout ce qui a servi, en fait, qui a fait émulation à un moment donné, d'avoir accès en fait à nos archives également pour travailler. Toutes nos archives donc, qui sont ici sont aussi des éléments que nous prêtons facilement, parfois dans le cadre de projets, pour décider un client sur le choix d'un matériau. Ça peut aussi être quelque chose d'assez décideur, puisque toucher la matière, entendre le bruit. Je ne sais pas si vous pouvez, par exemple, l'entendre vraiment, mais on va avoir certains matériaux qui ont un bruit particulier, d'autres qui vont avoir une souplesse. Et effectivement, c'est intéressant de pouvoir vraiment prendre part en fait à l'élaboration du projet par la matière également. Donc cet espace est aussi un outil qu'on met à disposition de nos clients. Et c'est vraiment quelque chose qui permet de travailler de manière efficace et plus rapide. Et après, effectivement, le fait de venir aussi au sein du studio, de visiter l'atelier, de visiter le labo, ça ouvre et ça décuple encore d'autant plus le champ des possibles, puisque chacun, en fonction également de son bagage et de son affinité, peut voir en fait une percée ou un développement créatif possible que nous, parfois, nous n'imaginons pas. Ou alors, c'est vrai que souvent, quand on travaille avec des architectes ou des décorateurs, ces personnes-là nous disent « Ah, mais c'est extraordinaire, on peut tout faire ». Et effectivement,
charge à nous, en fait, d'aller plus loin que ce que l'on envisage habituellement et que ce qu'on en envisage habituellement de la broderie ou de la plumasserie ou du travail de la 3D. Et c'est justement dans cette hybridation que tout peut en fait se faire et venir aussi, je pense, dans les lieux permet d'en prendre conscience et de voir plus loin que ce qu'on envisage habituellement des métiers d'art ou de l'artisanat ou du design. Très bien. Bon, je prendrai, enfin, je m'occuperai de transmettre vos coordonnées, bien sûr, et Ah, l'adresse du studio, et on fera le lien avec plaisir pour que les architectes puissent venir vous rencontrer. bah avec Parce qu'on plaisir. on sent bien que c'est important, effectivement, et que toutes ces matières, on a envie de les voir et de les toucher, bien sûr. Je vous remercie beaucoup, Florie, pour voilà, toutes ces précisions, cette présentation très intéressante. Et alors, n'hésitez pas, en tant qu'architecte aussi, si vous avez d'autres questions, à nous contacter. Voilà, je reçois des petits messages de merci aussi, donc je les transmets. Voilà, on vous communiquera l'ensemble des informations par mail dans quelques jours aussi. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous Zoom sur consacré à la création de vitrail contemporain avec la couleur du vert. Je vous remercie beaucoup à tous et je vous souhaite une très belle journée. Merci Florie.